Bonjour, quatrième épisode du Revers de la médaille. J'ai la chance, l'honneur d'accueillir David Pierre-Louis qui nous accueille à l'université de Nanterre. Beau cadre, hein, on se croit un peu sur un campus américain. Ouais. David, je te laisse te présenter, ton palmarès, comme ça permet aux gens de faire directement connaissance avec toi. Bonjour, je m'appelle David Pierre-Louis. J'ai été plusieurs fois champion de France en grappling, champion d'Europe, champion du monde, j'ai gagné les Accor Games. En jiu-jitsu brésilien, j'ai été champion d'Europe Nogi Master, vice-champion d'Europe Nogi, troisième en gi. J'ai fait plusieurs podiums et j'ai gagné pas mal de compétitions, également de grappling à l'époque, le Big et plein d'autres en Europe. On mettra un petit lien vers ton Wikipédia. Il faudrait que quelqu'un en fasse un. C'est pas faux. Alors, déjà on va rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. Beaucoup de personnes, en tout cas moi le premier, se posent cette fameuse question: est-ce qu'il y a un patrimoine entre guillemets génétique familial de la pratique du sport à haut niveau, évidemment? Est-ce que des gens dans ton cercle t'ont servi de modèle, ou alors tu as été vraiment un précurseur au niveau familial? Dans ma famille, non. On est quelques-uns à être sportifs, mais d'un haut niveau ou avec vraiment un entraînement exclusif, non. C'est plutôt une famille portée sur les études. Donc je fais un peu office, on va dire, d'extraterrestre, pour être positif. Oui, mais après, on verra justement dans la dernière partie que ton cursus fait que tu as réussi à concilier les deux. Il a fallu que je reprenne, effectivement. Il a fallu que je reprenne les études. Mais non, au niveau de la compétition, j'ai mon père qui pratiquait le judo, des oncles qui ont fait, j'ai un oncle qui a fait des résultats au niveau anti-Guyane également en judo, mais c'était en junior, ça n'a jamais vraiment dépassé ce cadre-là, parce que les études académiques, c'était le principal. Oui, c'est ça aussi ta particularité par rapport aux autres que j'ai pu rencontrer, c'est que toi, tu as une grosse partie du début de ta vie qui s'est passée aux Antilles et pas en métropole. C'est ça. Donc avec des particularités propres aux Antilles. Oui, c'est-à-dire que toutes les disciplines que j'ai pratiquées, je les ai commencées en Martinique. J'ai eu la chance d'avoir à un moment donné un professeur, César Gomez, qui m'a fait découvrir à la fois le jiu-jitsu brésilien, le MMA également, et sachant que je pratiquais déjà la boxe thaï, l'aïkido, la capoeira, j'avais fait de la boxe vietnamienne, de la boxe chinoise, je m'étais essayé au judo, au karaté. Ah oui. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai même fait du tai chi, du qigong. J'ai gardé de mon premier professeur de jiu-jitsu brésilien également la pratique du kali. Donc j'ai touché à beaucoup de choses. Ouais. Et par contre, dans tout ce que tu cites, on voit que c'était vraiment axé sport de combat, arts martiaux. Ouais, il n'y a pas eu de pratique de basket, de football, non. Ça a été directement. Mon frère faisait tennis-basket, mais j'ai jamais accroché. Moi, ça a toujours été les sports de combat, les arts martiaux, la culture qui va avec, l'histoire. Je trouve d'ailleurs sur le thème art martial, la plupart du temps, les gens qui parlent d'arts martiaux parlent de voie martiale. C'est complètement différent. Il faudrait vraiment s'intéresser à l'étymologie et voir ce pourquoi certaines disciplines sont orientées vers quelque chose de l'ordre de la coopération et pourquoi d'autres disciplines sont basées sur l'opposition. Et puis même le thème art martial pour désigner des disciplines qui sont essentiellement asiatiques et même maintenant du sud-est asiatique, ça ne correspond absolument pas, puisque martial, Mars, dieu de la guerre, c'est quelque chose de complètement européen. Le véritable art martial, c'est le pancrace. Éventuellement la boxe, le pugilat, comme on l'avait dans la Grèce antique. Mais c'est rentré dans le langage courant, dans le langage commun, mais je trouve que si on veut être précis, il faudrait connaître toutes ces origines-là.
c'est surtout qu'en plus, si on prend justement les arts martiaux, comme on les appelle, etc., karaté, judo, etc., qui effectivement ont une source martiale, une source guerrière, etc., ça n'a plus rien à voir. Tout a été édulcoré. Donc, Ce sont des voies martiales. On dit karaté-do, on dit judo, même on dit kobudo. On ne parle plus en fait de bujutsu, où là ça veut dire bu pour martial ou arrêter la lance, mais dans le sens de la guerre ou arrêter la guerre. Et jutsu qui veut dire art au sens du raffinement technique. Alors que le do, la voix, c'est un accomplissement, c'est intervenu après la Deuxième Guerre mondiale avec une volonté des Américains de faire en sorte pour autoriser la pratique des maîtres japonais qu'il y ait non pas une direction vers le nationalisme et le fait d'être en guerre, mais sur quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Le judo, même à la base, se définit et s'oriente comme une EPS, une éducation physique et sportive. Donc ça n'est pas quelque chose qui est destiné à être le meilleur broyeur d'os ou de nuque, c'est vraiment quelque chose qui a trait à la réalisation de l'être et à la réalisation de la jeunesse pour être de bons citoyens. Donc, comme on l'a compris, il y a une vraie passion, oui. au-delà de la pratique, une vraie passion pour tout ce qui est martial, combat et compagnie. Donc, avec des titres essentiellement en grappling, en jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, ce serait bien qu'ensuite tu fasses la différence pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Comment tu as découvert, bon, même si ce n'est pas les mêmes disciplines, on va mettre ça dans un pot commun, comment tu as découvert le JJB ou le grappling, d'ailleurs par lequel as-tu commencé et de quelle façon en loisir? J'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien en Martinique. En fait, j'étais sur le campus de Martinique où je parlais avec des amis. Certains étaient plutôt sur le wushu, d'autres étaient sur la boxe thaï, beaucoup de boxe thaï, puisqu'à l'époque en plus je pratiquais la boxe thaï. J'avais la prétention de dire, moi je fais de la boxe thaï, je fais de l'aïkido, j'ai pratiqué certaines choses, donc je m'y connais en préhension et en percussion. Et j'ai un ami qui m'a fait, écoute, nous on s'entraîne en lutte contact, et puis il est également professeur de jiu-jitsu brésilien. Si tu ne connais pas, tu peux aller louer la VHS de l'UFC, c'était l'UFC 2 il me semble. Et avant de louer cette cassette, oui, à l'époque on parlait de VHS, de cassette. Les jeunes feront une recherche sur Google. Ouais, il faut vraiment googliser ça parce que c'était assez génial. Il m'invite à tester quelque chose et il me fait une entrée dans les jambes. Je me souviens, je tombe sur le dos, je me retrouve comme une tortue. Et là, il applique une pression avec les hanches et il me fait une clé de genou et je suis obligé de faire ah. Et là, j'ai fait, tiens, c'est bizarre. Je ne connaissais pas ce truc. Et puis, j'avais, je pense que j'avais 18-19 ans. Hein. Ah ouais, donc assez tardif. Quand même. Oui, 18-19 ans. Je devais avoir 18 ans, c'était ma première année de droit. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et donc, j'ai rencontré César Gomez, c'est un Espagnol qui vivait à l'époque en Martinique et qui était très axé sur la lutte contact, le jiu-jitsu brésilien également. Et puis je me suis mis, j'ai continué à pratiquer les autres disciplines en parallèle. Mais pour moi, le jiu-jitsu brésilien, tel qu'on me l'a appris, et à l'origine, ça se pratique avec et sans le gi, le kimono, avec et sans frappe. C'est-à-dire que c'est une méthode de combat pour gagner son adversaire en 1 contre 1. Alors bien sûr, désarmé, certains diront oui, mais bon, dans le jiu-jitsu brésilien ou dans le Gracie Jiu-Jitsu, il y a aussi défense contre arme. Mais moi, j'ai toujours considéré que c'était une discipline complète de 1 contre 1, avec, sans frappe, avec ou sans le gi. Donc par exemple, une première différence que je pourrais faire avec le grappling, puisqu'à l'époque, le grappling, on parlait de submission wrestling ou de grappling. Le grappling à l'époque, c'était un mode de compétition dans lequel tout le monde se retrouvait. On pouvait venir du judo, du jiu-jitsu,
de l'hybrid wrestling. Par exemple, les Hollandais, ils parlaient de ça. Et on se mettait d'accord sur des règles communes, ou en tout cas l'organisateur nous disait voici les règles. Et souvent d'ailleurs il devait réexpliquer les règles au début de chaque compétition, ce qui à certains moments pouvait poser des incompréhensions. Et puis on disait voilà, tant de combats et que le meilleur gagne. Et c'était assez génial quand même cette époque-là, c'était assez génial. Ça pouvait être un peu dangereux, mais c'était assez génial. Ouais. Alors c'est une très bonne transition. À quel moment on se dit ok, je découvre le JJB, je vois que ça m'intéresse, que je me prends de passion pour ça, etc. Vaut mieux, parce que ça fait 20 ans que t'en fais, donc vaut mieux qu'il y ait de passion derrière. Sinon c'est un autre sujet. Ouais, c'est du masochisme. Mais à quel moment on se dit ok, je fais des compètes, alors il y a peut-être le goût de la victoire, mais à quel moment on se dit ok, là on va changer de level. En fait, dans toutes les disciplines que j'ai pu pratiquer en Martinique, à un moment donné, il fallait quand même, puisque mes professeurs avaient, que ce soit en aïkido, en boxe thaï, en jiu-jitsu brésilien et en capoeira, c'était les disciplines que je pratiquais le plus. Donc en fait, j'ai passé ma première année de droit, je l'ai validé. Mon premier semestre de la deuxième année, je l'ai validé. Après, pour des raisons personnelles, on va dire, un peu compliquées, j'ai décidé qu'il fallait que je m'entraîne pour canaliser une certaine forme d'agressivité. Et puis, comme je trouvais ça vraiment super intéressant, on a fait venir à un moment donné Xavier Barnet et moi, et également Franck Guiteau. Nous avons fait venir Alain Nagira, Christian Derval en Martinique. Et puis, il y avait le projet de monter à l'époque, on parlait de brevet d'État. C'était un BP, l'équivalent du BPGEPS. Qui devait se faire a priori à l'INSEP. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais c'est comme ça que j'ai décidé de quitter la Martinique, d'aller en France, d'étudier au Cercle Tissier. D'ailleurs, dès ma deuxième année, je suis devenu instructeur assistant au Cercle Tissier. Et j'en ai profité pour faire de la compétition. Mais à ma première année arrivée en France, ma première compétition, ça a été un tournoi de forme libre. Ils appelaient ça tournoi de l'an 2000. C'était organisé par le Votuat, où on n'avait pas le droit de frapper avec les poings au visage. Les poings étaient nus, mais par contre, on avait le droit au penalty. Et c'était assez amusant. C'était comme les ceintures d'or d'ailleurs. Ta tête un ballon de football, je shoote dedans. Et je me souviens, maître dit, tiens, je vais m'inscrire à ce tournoi-là. Je suis allé chez André Zetoun pour commencer à boxer. Je me suis entraîné comme je m'entraînais en jiu-jitsu brésilien. Et j'ai dit, je me souviens d'ailleurs à Olivier Michelesco, écoute, je vais à cette compétition-là, j'y vais seul. Est-ce que tu peux venir éventuellement pour... qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Donc il est venu. Et j'ai trouvé ça assez amusant de faire cette compétition-là. Ça a été ma première compétition en France, ça a été celle-là. Et après, ma deuxième compétition, c'était une compétition de jiu-jitsu brésilien. C'était à Dijon, l'Open de Dijon. Et si on gagnait, on était aidé pour partir au Brésil, faire les championnats du monde. Donc en fait, pour moi, pour être compétent et pour avoir ma place et pour avoir également un certain statut, ça passait par la compétition. Et pour moi, le jiu-jitsu brésilien, c'était le combat. Donc il fallait combattre. Et pour combattre, pour être combattant, il faut combattre. Je ne me suis jamais posé la question si j'étais... Le passage s'est fait naturellement en fait. Oui, c'était normal à un moment donné pour avoir une... Il fallait expérimenter. Et je ne peux pas dire que je fais des sports de combat. Enfin, on peut faire des sports de combat sans faire de compétition, mais je voulais vraiment avoir une légitimité à un certain niveau. Et c'était vraiment pour connaître des choses sur moi. Je n'avais pas la fibre de compétiteur. J'avais fait de la compétition, j'avais fait un combat en boxe thaï en Martinique, des compétitions en natation quand j'étais petit, ça s'était d'ailleurs très mal passé. Mais
Mais je ne me suis jamais considéré comme compétiteur. C'est simplement, il faut se tester, je me teste et c'est mieux si je gagne. Alors ça nous permet d'aborder, avec toute la modestie que l'on te connaît, d'accord. Je rappelle que certains dans le milieu veulent t'appeler la légende. C'était une boutade privée. Celle-là était bonne. mais du coup, quels sont à ton niveau, à ton sens, ou même de ce que les gens ont pu te dire, quelles ont été tes forces, parce que voilà, tu as quand même atteint le Graal qui est le titre de champion du monde. Quelles sont les forces que tu avais en toi et que tu as sublimées pour cette pratique? Peut-être pas. Ouais, j'ai un côté entêté, un côté jusqu'au boutiste. La douleur. Jusqu'au boutiste dans le sens je lâche pas l'affaire ou dans le sens besogneux? Dans le sens je lâche pas l'affaire et pour ne pas lâcher l'affaire pour arriver à un résultat, il faut que je me donne les moyens. Et donc il fallait que je sois, vu que j'avais arrêté mes études, il fallait que je sois, comment dire, aux yeux de ma famille également, il fallait que je sois, voilà, il fallait que je sois rentable, il fallait que je sois productif. Il fallait que je montre de façon tangible ce pourquoi j'avais arrêté mes études de droit et que je m'engageais dans quelque chose. Sinon, ça aurait été très compliqué. Puis bon, avec ma compagne de l'époque, j'habitais dans une chambre de bonne, 6e étage sans ascenseur, les chiottes sur le palier. Donc beaucoup de sacrifices. Pas d'isolation, enfin, je pouvais dormir avec 2 pulls, 2 paires de chaussettes, un bonnet. Il fallait que ça serve à quelque chose. Ouais, un peu comme le gamin qui arrête ses études parce qu'il veut devenir une star du cinéma, etc. Ouais, S'il ne le devient pas, ça reste un drame. Ouais, il fallait rentabiliser tous ces sacrifices et pas juste m'arrêter en plein chemin. Et puis trop de fierté aussi pour me dire bon ben j'ai essayé, j'échoue. Il fallait que ça arrive à quelque chose. Alors, ça nous permet justement d'aborder peut-être quelque chose qui aussi les gens des fois n'osent pas admettre, mais on a tous des faiblesses et justement c'est la connaissance de ces faiblesses qui devient une force. Parce que si on occulte ces faiblesses, on tire ça comme un boulet. Par contre, si on en a conscience, on peut en faire quelque chose. À ton avis, quelles étaient tes faiblesses? Je n'étais pas assez fort physiquement. Il y a des catégories de poids. Oui, mais souvent, bon, là quand je combattais à l'époque, on considérait qu'on combattait en moins de 79 kg. Maintenant, on parle de 82,2, 82,3 en jiu-jitsu brésilien. Donc, c'était la catégorie médio. Mais on parlait différemment à l'époque. La plupart des types pensaient que j'étais dans la catégorie de dessous. Et puis, j'ai eu régulièrement ces problèmes d'avoir des adversaires qui me posaient des problèmes physiques. La qualité physique était surtout sur… physique, puissance, endurance. Physique, puissance, mes qualités étaient plutôt sur la souplesse, la précision et la coordination. Et ça, je remercie l'aïkido et la capoeira pour ça. J'avais également une très bonne proprioception, une bonne souplesse, une bonne coordination. De ce côté-là, j'avais pas de problème. Mais la force, par moment… c'était compliqué. Tu avais ce qu'on appelle des bœufs en face de toi, ouais, tu ne pouvais pas les bouger, quoi. Non, c'était compliqué. Alors on pourra toujours me dire oui, mais il y a toujours des extraterrestres qui sont comme ça et qui défoncent tout le monde. Mais j'avais pas leur talent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'est 1 sur 1 million et je faisais pas partie de ces 1 sur 1 million. J'avais des qualités, mais je n'ai pas été doué. Il a fallu que je travaille. Je ne suis pas quelqu'un de doué. Les gens, je m'entendais dire à certains moments, ouais, mais toi, tu es doué, c'est pour ça que tu peux le faire. C'est facile pour toi. Ouais, non. Non. Tu travailles, tu fermes ta bouche, tu as mal, ok, tu recommences et tu n'attends pas que ça t'arrive tout cuit dans la bouche parce que ça ne fonctionne pas comme ça le combat. Ah bah, de toute façon, en plus, c'est ce qui ressort à chaque fois des entretiens. C'est que même si à la base il y a peut-être doué, talent, etc., s'il n'y a pas la masse de travail décuplée, etc., tu n'y parviendras pas. Ou alors tu feras illusion peut-être dans les jeunes. Mais après non.
Le gars qui est doué ou la femme qui est douée et qui travaille est sûr de faire un résultat excellent. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes quand j'ai commencé, quand j'étais ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture violette, voire ceinture marron, qui étaient plus doués que moi, qui avaient plus de facilité que moi. Alors, peut-être que comme c'était éventuellement trop facile pour eux ou plus facile pour eux, il n'y avait pas cette persévérance, il n'y avait pas ce côté... Peut-être que face à la première difficulté, ouais, ils s'arrêtaient, ouais, c'est ça. Alors que toi, depuis le départ, tu étais habitué à manger. J'ai mangé Je me souviens d'un gars au Cirque Tissier qui s'appelait Kamel, et lui, sa particularité, c'était de faire mal. Et j'ai construit une partie de ma progression autour de lui. C'était de ne plus être gêné par la douleur qu'il me provoquait, qui pouvait me donner l'envie d'abandonner ou de faire en sorte qu'il gagne et qu'il ne m'agresse pas trop. Non, il fallait y aller. T'as mal, ouais, ben la douleur, c'est une information, il faut la gérer. Tout à fait. Le fameux adage, si ton ennemi est plus fort que toi, embrasse-le pour l'étouffer. Ouais. C'est l'image. Oui, mais lui, c'est lui qui m'étouffait fort. C'est lui qui m'embrassait fort. Ouais, mais ouais, quand même pas. Ouais, j'ai pu réussi à contrer tout ça. Ouais. Alors, bon, j'espère pour toi que c'est pas ta plus grande déception sportive. Et puis, pour l'instant, on va commencer sur le positif. Alors, souvent, on nous parle des victoires, on nous parle de ceci, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est au niveau sportif, quelle a été la plus grande émotion durant toute ta carrière que tu as ressentie? Je pense que ça reste ma victoire en Chine lors des Accor Games. Parce qu'en fait, en 2010, je gagne les championnats du monde de grappling en nogi. Je fais 3e en gi. C'est qualificatif pour les Accor Games. Et donc, les 8 premiers de la catégorie sont qualifiés dans cette catégorie pour partir en Chine, tout frais payé. Voilà. Ouais, et en fait... peut-être juste expliquer c'est quoi les Accor Games. Alors les Accor Games, en fait, c'est, on va dire, c'était considéré comme les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, voilà, non représentés aux Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques dans le sens premier, c'est-à-dire des sports amateurs. Sachant que normalement, les Jeux Olympiques concernent des sports amateurs et qu'il y a des choses qui... La boxe olympique et la boxe professionnelle, ça n'a rien à voir. On trouve des tennismen ou tenniswomen qui sont aux Jeux Olympiques, qui sont professionnels, mais c'est... Comme le basket. Ou même comme le basket. Et normalement, ça ne devrait pas être. Donc on parle quand même d'un niveau qui est inférieur. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir comparer ce niveau-là au championnat du monde de jiu-jitsu brésilien. Même s'ils ne vivent pas forcément de la discipline, mais ils s'entraînent comme des professionnels. Là, on parle vraiment d'un sport amateur où il n'y a pas d'argent, où il y a des gens qui ont des activités et qui ne peuvent pas s'entraîner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon. Et ça a été ma plus grande satisfaction parce que je gagne les championnats du monde. Ensuite, il y a le VIC. Le VIC, je perds en demi-finale pour une décision que je trouve qui n'était pas juste. On est obligé d'aller en prolongation alors que j'avais marqué dans la première partie et j'aurais dû être donné vainqueur. Mais je n'étais pas assez agressif. J'ai jamais eu un style agressif, je n'étais pas assez agressif. Et il fallait du spectacle, bref. Il se passe ce qui se passe, mais je découvre en fait que j'ai un problème. Je découvre que j'ai un problème, que je suis essoufflé, que j'arrive pas à récupérer, que j'ai j'ai une arythmie cardiaque, que le cœur, alors qu'il devrait redescendre, il continue de monter alors que je suis en repos. Et je vais voir plein de médecins, et tous les médecins me disent que je fais un burn-out. Je fais une dépression du sportif, je fais un burn-out, je suis complètement cramé et qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête tout simplement pendant 6 mois, que j'arrête tout. Et je fais, mais je peux pas. Non seulement à l'époque, j'étais en plus référent technique national pour la Fédération française de lutte. Il fallait remettre des papiers que je remettais jamais
jamais à temps, j'étais fracassé, j'étais prof de PS dans un lycée professionnel avec une population qui était très difficile. J'avais tous mes entraînements, j'avais les cours que je donnais, la préparation physique à côté. Je courais partout et on me dit il faut que tu arrêtes tout. Il faut que tu arrêtes tout, on peut même te faire un arrêt de travail parce que là tu es dans un état qui est c'est pas possible. Je vois plusieurs médecins parce que je ne pouvais pas me satisfaire de ça en fait. C'est-à-dire que l'une des problématiques lorsqu'on est atteint de ce type d'affection, c'est qu'on ne veut pas entendre qu'il faut s'arrêter. Et j'avais pour moi à l'époque ce que je considérais comme la plus grosse compétition. Il y a les 8 des championnats du monde, je suis champion du monde, je ne peux pas laisser mon titre. Question de fierté et question de principe. Et donc je m'arrête complètement de m'entraîner pendant 2 mois. Et 2-3 semaines avant, je fais 1 ou 2, 3-4 séances de préparation physique. Je ne m'entraîne absolument pas en combat, de toute façon c'était pas possible. Et je perds le poids qu'il faut perdre parce que bon, de toute façon, tu arrêtes de t'entraîner brutalement et tu ne changes pas ton alimentation, j'ai repris du poids. Je suis allé en Chine. J'ai fait un régime hyperhydrique, j'ai perdu le poids, j'étais en plus sous antidépresseurs puisque les médecins m'avaient dit si vous voulez continuer à travailler pour aller devant vos étudiants, vos élèves, il va falloir que vous preniez ça. Mais c'était le seul moyen pour moi de fonctionner. D'ailleurs j'avais averti l'organisation que je prenais cette molécule parce qu'il y avait contrôle antidopage. D'ailleurs, ils m'ont fait le contrôle antidopage. Je gagne la compétition. C'était la première compétition où j'avais du plaisir à être là parce que je me disais que je revenais de loin et où j'ai vécu pleinement les choses. En plus, le séjour était super. Et je gagne et je reviens et je paie l'addition. Parce que comme je ne m'étais de toute façon pas arrêté, les choses ont empiré après. Tu n'as fait que repousser en fait. Ouais, même aggravé. Mais un peu comme un patient qui ne va pas chez le dentiste, qui repousse, et quand il y va, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, de toute façon, on ne peut pas durer tout le temps sous antidépresseurs. Donc, ce qui est marrant, c'est que justement, moi je pose la question, enfin marrant, c'est une expression, c'est que je pose la question à ceux qui m'expliquent quelle a été leur plus grande joie. Donc là, on comprend bien que ça a été une victoire sur toi-même, avant même d'être une victoire sur tout le monde. Et après, la question, c'est mais comment on fait pour relativiser ? En fait, c'est ton corps qui a relativisé tout seul, quoi. Ah, mon corps m'a dit tu l'as voulu, tu l'as eu. Ok, maintenant il faut rembourser. Et la chute, elle a duré combien de temps ? La chute a duré 3-4 ans. 3-4 ans ? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, la chute a duré 3-4 ans. Et comment on se rebooste ? Parce que tu t'es reboosté quand même. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou alors ça s'est fait progressivement ? À un moment donné, je me suis dit, tiens, en fait, j'avais arrêté la compétition, j'ai changé même à un moment donné d'orientation professionnelle puisque j'ai travaillé exclusivement dans le privé, là où avant je travaillais dans le privé et dans le public. Mais je crois que bon, il y a les élèves qui étaient aussi une aide, mais une des choses qui m'a un peu motivé quand même, c'est l'aventure avec la CFMMA. C'était vraiment cool en fait de voir cette émulation, voir les conditions quand même. C'est-à-dire que la CFMMA, la CFMMA, c'est la commission française d'arts martiaux mixtes, enfin d'arts martiaux mélangés parce que mixte, c'est ambigu. Voilà, d'arts martiaux, bon, on va dire de mixed martial arts. Et c'est grâce à cette commission qu'il y a eu des Français qui sont partis au championnat du monde, au championnat d'Europe, qu'il y a certaines personnes, certains combattants français qui se sont retrouvés à combattre à Las Vegas pendant la Fight Week de l'UFC.
Tout frais payé, avec des gens qui se démenaient vraiment et qui ont fait en sorte de faire vivre ce rêve. Et puis donc il y a moi j'ai fait partie de l'aventure en tant que coach et mené le groupe ou encadré le groupe. Et ça donne envie en fait, je crois que ça fait partie de ces différentes choses qui m'ont permis de rebondir. Il y a eu ma femme aussi qui m'a toujours soutenu. Et puis, ouais, ça fait partie de ces choses-là, comme expérience marquante, positive, parce qu'en fait, et puis il y a aussi, je suis allé voir mon professeur César Gomez qui était en Espagne, et faire un stage chez lui. Et on parlait, c'est un ami proche à moi. Et j'avais du mal en fait pour fonctionner, donc à chaque fois j'étais obligé de prendre le plus petit dosage d'un antidépresseur, c'était un recapteur de sérotonine pour fonctionner, parce que sinon tout ce que j'avais envie de faire c'était rester dans mon lit et ne pas bouger. Et il m'a dit, tu sais, bon, c'est à toi de décider si tu veux arrêter, et il faut que tu arrêtes. Et puis un jour, j'ai fait, ok, j'arrête. Et j'ai arrêté, et voilà. Puis après, les choses se sont mises en place, et ça a pu se faire. Mais ça a pris du temps. Le corps était marqué, j'ai eu des opérations, et tout ça, mais j'ai pu rebondir comme ça. Donc en fait, ce qui est paradoxal quand même, c'est que presque ta plus grande joie est liée à ta plus grande désillusion. C'est un espèce de pack. Ouais. C'est pas deux moments différents en fait. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Waouh, et je retombe, etc. Ah, il faut, à un moment donné, je pense qu'on a tous un capital qu'on peut gérer. Certains le gèrent plus vite, mais c'est pour ça que, par exemple, en gymnastique, on considère que les jeunes filles, les jeunes femmes qui font de la gymnastique sont vieilles, entre guillemets, arrivées à passer la vingtaine, en fait. Parce qu'à un moment donné, le corps peut ne plus suivre. Et il y a aussi cette notion de... Le surentraînement, c'est lié aussi au fait qu'on ne s'entraîne pas trop, c'est qu'on ne se repose pas assez. Et moi, je ne pouvais pas me reposer assez, c'est-à-dire que je ne dormais pas assez, c'est ça. Et la grosse différence avec d'autres disciplines, c'est que la rémunération ne venait pas des compétitions, mais venait des cours avec les élèves que tu gagnais grâce au prestige qui montait. Ouais. Mais c'est quand même paradoxal. C'est qu'en fait, il faut un prestige qui monte pour pouvoir gagner ta vie à côté, mais c'est surtout que tu enchaînes les cours à côté, quoi. Les vrais professionnels de la discipline, puisque les gens disent oui, mais moi je suis un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie de par son activité. C'est ça. Donc quand je vois tous les débats en France, oui, mais qui est professionnel, qui n'est pas professionnel, je fais, tu gagnes ta vie avec? Non, tu n'es pas professionnel. Tu es élite. Sportif élite, mais c'est tout. C'est ça. Ouais. Et exactement, t'es pas un professionnel. Moi, je suis un professionnel. Je gagne ma vie avec mes activités. Les profs qui sont rémunérés en jiu-jitsu brésilien, en grappling, en MMA, eux, ce sont des professionnels. Tout à fait. Les autres, t'es compétiteur, élite, amateur, ce que tu veux, mais t'es pas pro. Après, il y a aussi les règles professionnelles. Et j'ai déjà entendu dire des gens qui étaient professionnels parce qu'ils avaient combattu dans des règles professionnelles. Bon. Non, c'est sûr. C'est sympa, mais c'est la réalité. À un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom et il faut être d'accord avec le sens qu'on donne au mot. Alors ça me permet d'enchaîner sur la troisième partie, sur le après et au-delà de la carrière. L'avantage pour toi, qui a été un inconvénient, mais qui a aussi été un avantage, c'est qu'en fait, comme il n'y avait pas de rémunération liée au sport en lui-même, ou alors très peu, parce que voilà, il peut y avoir des primes, etc., mais c'est pas ça qui va changer la vie. En fait, il a fallu concilier ça avec une carrière professionnelle, d'entrée de jeu, il faut faire tourner la popote. Et ça va te permettre aussi de parler de cette espèce de revanche, dans le sens où, oui, je viens d'une famille où il fallait des diplômes. Maintenant, on peut quand même dire que tu es enseignant agrégé. Non, je ne suis pas agrégé. Ah, tu n'es pas agrégé? Ah non, je croyais. Non.
Et, Je retiens tout ce que j'ai dit, oubliez tout ce que j'ai dit. non, je ne suis pas agrégé. Ah, il me semblait. Et ça aurait été un investissement trop. Parce que l'agrégation, tu le fais Ouais, non, non. Non, je suis certifié. D'accord. J'ai la chance maintenant de travailler en université, Ah, ça, donc ça va d'être prof à l'université, mais je ne suis pas agrégé. Alors, en fait, c'était compliqué au bout d'un moment de se dire que vivre dans un studio de 9 mètres carrés officiellement, enfin une chambre de bonne, c'était pas un studio. Bon, les compétitions c'était sympa. J'ai fait quelques compétitions où où je pouvais avoir une prime. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que un jour, pendant que j'étais en plein mémoire professionnel, je reçois une offre de quelqu'un pour faire un super fight en Suisse. Et il me dit, voilà, tu viens, tu es payé 500 € pour le combat contre telle personne. Moi, j'étais au téléphone, mais j'étais en train de taper sur mon ordinateur. En même temps, je fais... et comme taper, je suis pas... voilà, je tapais pour la mémoire. Et comme j'étais plus occupé par mon mémoire que par ce qu'il me disait, il me dit combattre. Je fais ouais, combattre, ok. Combien? 500 watts, de l'argent pour combattre. Super, ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et je m'intéresse à mon adversaire que 3 jours avant. Et là, je me dis, ah non, franchement, ça vaut pas 500 €. Je vais perdre. C'est con. Mais bon. L'humiliation ne vaut pas ouais, ça, franchement, c'est chaud. Et je vais en Suisse avec mon ordinateur, toujours occupé par mon mémoire. J'oublie d'avoir de l'eau, d'avoir à manger. J'ai juste, comme c'était en Noogie, j'avais juste de quoi combattre et mon ordi. Et j'avais 5 € sur moi. Il n'y avait pas de guichet à apporter. Je me retrouve dans un plan galère, je m'achète un Twix et une bouteille d'eau. On appelle mon nom, je vais, je combats, je gagne. Le latéral externe de mon genou droit saute. C'était sympa. Ça fait comme une corde de piano qui pète. Je gagne. Et le gars, quand je gagne, quand il vient pour me payer, il me donne, je crois qu'il me donne 750 €. Je lui fais, mais c'était pas 500 €? Je fais oui, mais c'était 750 € pour le gagnant. J'étais pas censé gagner en fait. Et pour lui, c'était clair que j'avais pas gagné. Donc je gagne. Il m'avait annoncé le tarif libre. Il m'avait annoncé le tarif auquel il était sûr que j'allais être. Donc il me paie, je repars avec le genou en moins et mon ordinateur et le ventre vide. Mais de toute façon, il a fallu à un moment donné, puisque je faisais des petits boulots, partir au Brésil, je me souviens, je faisais des missions de sécurité à garder un réacteur dans un entrepôt. Je me disais, mais si les gars veulent voler ce réacteur, que vais-je faire avec mais je suis tout seul pendant 12 heures, il ne faut pas que je dorme, dans un grand entrepôt, et je surveille un réacteur. Je ne sais pas si c'est un réacteur d'avion ou un truc comme ça, je surveille un réacteur. Mais les types qui s'intéressent à ça, ils me prennent comme un chat, mais il va jouer ailleurs. Bon, en fait, donc, une société de sécurité, je pense que c'était plus pour éviter les dégradations ou autres que le vol. Oui, parce que j'aurais pas pu faire grand-chose. Hein. Non, c'était, je pense, aussi au niveau de l'assurance. Puis il y avait le PC sécurité qui était pas très loin. Mais bon, moi, j'étais newbie dans l'histoire. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à réfléchir, je me dis arrête de réfléchir. Et voilà. Et donc j'avais repris les études parce que c'était compliqué de vivre correctement. Et puis ça me permettait aussi d'être, j'ai toujours voulu être indépendant, autonome par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que dans mon enseignement, à une époque, c'était en jiu-jitsu brésilien, c'était marche ou crève. Alors ça ne convient pas à tout le monde, et puis je me suis dit, bon, à un moment donné, qu'il fallait revoir un peu cette façon de penser, mais c'était marche ou crève. Donc je voulais être indépendant, c'est-à-dire que si ma méthode ne te convient pas, la porte est derrière toi. Mais je ne voulais pas, en fait, me vendre. Oui, tu voulais pas être dépendant des cotisations. Non, je voulais pas me vendre, je voulais pas. En tout cas, c'est comme ça que je pensais à une époque. Je pense qu'on peut maintenant faire du loisir et être bien avec tout le monde et puis adapter, mais moi, c'était vraiment, c'est là pour la compétition, on y va, on avance, puisque j'étais compétiteur et en même temps enseignant, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose lorsqu'on s'adresse à un grand public. Et puis, et en même temps, par rapport à l'éducation nationale,
je voulais être également me dire que s'il y avait un souci, que si je travaillais pour un incompétent et qu'il m'embêtait ou qu'il y avait un souci, je pouvais dire bon, de toute façon, je le jujitsu. Donc ça me permettait par rapport à mon caractère. Et donc, alors quant à ça, oui, ça c'est clair. Puisque c'est pas avec le boulot d'enseignant qu'on va manger du homard. Je sais que les Français mangent plus souvent du kebab que du homard, mais voilà. Et j'avais décidé de toute façon de reprendre les études, et puis ça a été une période assez compliquée, mais je remercie François Laurent parce que c'est lui qui m'a fait passer les nuits blanches pour préparer mon concours que j'ai échoué une première fois à un 16e de point. Un 16e de point. Un 16e de point, c'est une virgule ou c'est un S qui manque quelque part. C'est un 16e de point. Et donc ensuite, en deuxième fois, je l'ai réussi. Et donc j'ai eu la chance d'être prof de PS. Alors j'ai pas forcément eu la chance d'être bien affecté. Maintenant, j'ai de la chance. Et donc oui, il a fallu reprendre les études et je ne suis pas resté longtemps d'ailleurs sur les bancs de l'université parce que c'était trop compliqué. Je travaillais à la bibliothèque et voilà. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je rajoute ça avec mes entraînements. Et pas celle du kimono, celle de la chemise d'étudiant. Ah, c'était violent. Parfait. Alors, le dernier petit point, c'est au vu de toute cette expérience, de cet ascenseur émotionnel, de ses forces, de ses faiblesses, si toi tu avais à livrer un conseil aux gens qu'ils pourraient reproduire dans leur vie quotidienne, quel serait ce conseil? Il faut accepter de se remettre en question, même si on a une fierté, il faut accepter de se remettre en question. La capacité de résilience, en fait, est une chose déterminante, en fait. Et puis, il ne faut pas lâcher, mais il ne faut pas non plus être, fermé sur les choses. Il ne faut pas confondre persévérance et obstination. Voilà, exactement. Il faut accepter d'avoir mal, mais à certains moments, ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on va forcément avoir le bon résultat. Et il faut pouvoir être pondéré dans son extrémisme. C'est-à-dire que Belle formule. J'ai été extrême dans mes entraînements, j'ai été extrême dans les entraînements que j'ai fait subir aux autres, mais tout le monde n'a pas la capacité de supporter en fait. C'est-à-dire que subir n'est pas une bonne chose. Et il faut avoir quand même une certaine souplesse d'esprit, même si on ne la communique pas tout de suite, mais accepter de se remettre en cause et accepter d'avoir mal, mais pour pouvoir rebondir, on ne peut pas tomber trop profondément parce que sinon on restera au fond. C'est une chose, je pense, qui est vraiment très importante. Maintenant que j'ai une fille, toute ma vie tourne autour de ma fille. Donc être en bonne santé, avoir de l'argent, c'est parce que je veux que ma fille... C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis passé d'être hyper auto-centré à un centre d'intérêt qui est complètement différent de ce que je suis. Et j'ai appris ce que c'était vraiment la peur. C'est-à-dire que j'ai jamais eu peur d'échouer, même si c'est quelque chose que je détestais et qui était de perdre. Et j'ai beaucoup perdu. Les gens n'acceptent pas de perdre en fait. Les gens n'acceptent. Enfin, quand je dis les gens, c'est une formule générale, mais perdre fait partie du cursus pour s'améliorer. Il faut accepter de perdre pour se remettre en cause, voir ce qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être des choses qu'on fait bien mais qui ne vont pas fonctionner tout de suite. Il faut pouvoir continuer. Ce n'est pas parce qu'on perd qu'il faut tout remettre en cause. Il faut avoir une capacité d'analyse. J'ai été bien entouré. François Laurent est quelqu'un qui m'a permis de bien évoluer sur ça.
Et donc il faut pouvoir bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est pas forcément avoir quelqu'un qui te dit mais non, tu es le meilleur ou non, tu es une sale merde. Ça va plus loin. Qui est là pour te sublimer. Ouais, c'est ça. Et François a pu le faire. Parfait. Et là, ça sera la petite dédicace à François Laurent. Ouais. C'était le revers de la médaille avec David Pierre-Louis. Merci David. Merci à toi Ghislain.